aujourd'hui, on est dans une période de création monétaire sans précédent. Personne ne peut supporter une hausse des taux, ni les gouvernements qui sont surendettés, ni beaucoup d'entreprises qui sont surendettées. Ouais. Par exemple, on le voit avec la hausse du pétrole, il y a quand même la baisse. Oui, pardon, la baisse du pétrole. Il y a eu plein d'acteurs en fait dans le gaz et le pétrole de schiste qui sont endettés en se disant je vais vendre du pétrole à 80 $ le baril. Ils sont endettés à un taux relativement faible par rapport à leur mauvaise notation en tant qu'entreprise. Et aujourd'hui, ils se trouvent avec du pétrole à 46 $ le baril. De la dette qui court, il y en a pour 500 milliards de dollars. Bon, c'est pas horrible, mais c'est quand même significatif. Un Kerviel, c'est quand même 5 milliards d'euros, quoi. Juste. Bon, donc en fait, aujourd'hui, cas 1, cas A, on avance comme ça. Alors les taux sont bas, donc les gouvernements ne sont pas... les taux, non seulement ils sont bas, mais ils baissent. Donc les gouvernements ne sont pas poussés à se désendetter, donc il n'y a pas de réforme, il ne se passe rien de ce point de vue-là. Et puis on avance comme ça cas 1, cas A. Et puis à chaque fois qu'on a un doute, le marché doute, monsieur le marché doute quant à la réalité objective, et ben on a un mini crack. En fait, il s'en est produit sur les marchés, il s'en est produit en octobre, il s'en est produit là à la rentrée. Et puis, bon, il y a toujours une banque centrale qui dit que non, on ne relèvera jamais les taux, que non, on va imprimer un peu plus, ou il y a la BCE qui dit, ben non, nous aussi, on va racheter des obligations d'aide, des obligations d'État de l'Europe du Sud, etc. etc. Bon, alors une question, parce que quand on entend, on imprime de la monnaie, est-ce qu'on imprime vraiment de la monnaie? En fait, ça c'est un truc, j'ai cherché un peu, mais j'ai pas de certitude. C'est de la création monétaire, ça c'est évident. Hein, la création monétaire, c'est quand les États émettent des obligations. C'est ça? C'est par le biais de l'émission d'obligations que les États créent de la monnaie, ou alors parce qu'on a c'est-à-dire qu'on va retirer une mauvaise dette du marché et on va la remplacer par du cash. Cette mauvaise dette, elle est portée par une banque, par exemple. Donc la banque, elle va apporter une créance pourrie au guichet de sa banque centrale, qui va s'extasier sur la créance en disant merveilleux, je vous reprends votre créance pourrie, et voilà, alors du cash, une ligne de crédit. D'accord, oui, c'est ça. Alors après, évidemment, elle ne va pas prêter à Madame Michu ou à l'entreprise du coin. Bien sûr. Évidemment, elle est morte de trouille. Donc elle va reprêter soit un gouvernement, soit elle va essayer d'aller spiler sur les marchés. D'accord. Voilà, donc ça explique la hausse des marchés. Donc de ça, qu'est-ce que peut conclure un investisseur particulier ou quelqu'un qui est dans l'économie réelle, c'est-à-dire bon, quand même beaucoup de monde. Il y a de l'argent, mais c'est pas pour eux. Pas de chance. Pas de chance, dommage. Et l'épargne est de plus en plus pénalisée en fait. Bah, il suffit de regarder le livret A, 0,5%. Ça c'est l'épargne. Donc, ouais, en fait, trois choses. C'est logique puisque les taux d'intérêt baissent de toute façon. Voilà. Donc épargne pénalisée. Du crédit, mais pas pour l'économie réelle, parce que trop dangereux, trop risqué, trop ceci, trop cela. Aujourd'hui, il n'y a plus une banque qui prête. Des marchés financiers qui montent, mais qui deviennent ultra dangereux. Et quand même beaucoup d'incertitudes quant au système financier, qui n'a pas du tout été guéri. Donc ça fait quand même beaucoup de problèmes. Donc confronté à ça, il y a plusieurs objectifs. Il y a un, sécuriser ce qu'on a. Ça peut être quelqu'un qui a de la trésorerie d'entreprise, par exemple. Ou j'ai un petit peu de trésor, Simone. Est-ce que vous pouvez m'arranger? Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, déjà, pas excéder 100 000 € par dépôt. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais. Et oui, parce qu'en cas de faillite, de grosse faillite bancaire, maintenant il est prévu que c'est plus l'ensemble international des contribuables qui va payer, mais ça va être le déposant. D'accord. Alors on a dit 100 000 € c'est garanti, c'est le cas de Chypre, mais au-dessus c'est écrété. En plus ça peut changer. Ça peut changer. Entre parenthèses, les gens
qui n'ont pas fait trop attention, mais en 2014, Airbus, qui a quand même des milliards d'euros de trésorerie, est allé s'acheter une licence bancaire. Bon, c'est pas que Airbus a envie de se lancer dans la banque. C'est que Airbus se dit, plutôt que de laisser traîner ma trésorerie à la Deutsche Bank, à la Commerzbank ou à la Société Générale, je la mets chez moi, au moins... C'est impressionnant, c'est dingue comme info. Donc oui, mais bon, ça c'est se protéger en cas de gros problèmes. Donc voilà, ça c'est... Parce que l'immobilier c'est très cher. Alors l'immobilier c'est très cher en France. En plus il y a l'immobilier, d'habitation et l'immobilier commercial. Alors l'immobilier d'habitation c'est très cher en France et de toute façon le rendement est négatif, donc je vois pas, pas très intéressant. C'est moins cher, il y a des pays d'Europe quand même où la bulle a dégonflé, où c'est moins cher. Donc en Allemagne par exemple Alors en Allemagne la bulle s'est jamais gonflée. D'accord. En fait, trop. À Berlin ça commence à monter, mais les rendements sont très très bons. En fait, je pense que si on veut acheter dans l'immobilier d'habitation, c'est pas nécessairement en France, en tous les cas certainement pas à Paris, etc., dans tous les coins où c'est à des niveaux stratosphériques. Et il y a une seule chose à regarder, c'est le rendement. C'est vraiment le rendement. Et donc vous aurez des tuyaux, des infos comme ça en tête, parce que j'ai pas préparé l'Allemagne, ça a dégorgé, évidemment l'Europe du Sud, l'Espagne, vous pensez que c'est intéressant ? Le Portugal. Alors après, c'est toujours pareil, hein, il faut voir les rendements. Bon, je pense que l'immobilier d'habitation, c'est devenu délicat quoi qu'il arrive. Ouais. C'est un petit peu dans un marasme, donc c'est pas... que l'immobilier commercial, le côté parking, entrepôt, etc., c'est plus intéressant. Moi, c'est dingue parce que je suis rentré en France il y a un mois. J'ai rencontré, je sais pas combien, 5-7 personnes, des copains, des relations, etc. Tous m'ont parlé d'immobilier commercial. Dingue, en 2 semaines. Oui, alors... Pour des investissements différents. Oui. Commerce, coworking, apparemment coworking. Oui, ça marche. Truc, voilà. Mais il n'y a qu'à voir, il y a les affiches, là, une pièce en plus. Oui. Je me suis intéressé au rendement, mais c'est faramineux, quoi, le débarras. Ça, c'est les grosses boîtes qui font ça. Oui, mais enfin, pourquoi pas, quelqu'un qui a un terrain bien placé, qui fait un entrepôt, une pièce en plus, pourquoi pas, parking, garage, en plus, je veux dire... eux se développent énormément, c'est très impressionnant, les réseaux comme ça, une pièce en plus, je regarde et compagnie, c'est impressionnant. Bon, côté marché action, c'est sûr que c'est dangereux. Bon, il n'y a pas grand chose au niveau auquel on est, il n'y a plus grand chose à gagner. Mais bon, encore une fois, probablement qu'en 2015, on va vivre une année où il ne se passera pas grand chose et où les mini-cracks vont peut-être se multiplier, mais ce sera de toute façon noyé dans la liquidité. Donc il y a des choses à faire. On en parlait tout à l'heure, un peu en trading de court terme. Bon, mais il faut savoir qu'on danse sur un volcan, voilà, on s'amuse, on met un petit ticket, on ressort vite, et là il y a encore quelque chose à faire. Mais il est hors de question d'acheter des valeurs et puis de s'asseoir dessus pendant 15 ans, comme le faisaient nos grands-parents. Et en termes de, je sais pas, matières premières, métaux plus délicat, hein. Visiblement. Plus délicat. Oui, visiblement. Donc les matières premières, 2014, ça a été une année noire. Pour ça a baissé, tout. Ça a baissé pas mal, non? Oui, ça, pour tout. L'or a pas mal baissé. L'or en dollars, il est resté neutre et il est monté dans toute autre devise que dollar. D'accord. Sinon, donc l'or, il est resté en pivot neutre une année pour rien. L'argent a un petit peu baissé. Tout ce qui est rattaché à l'économie réelle s'en est pris plein la figure. Le pétrole, on n'en parle pas. Le caoutchouc, le fer, le cuivre. Voilà. En fait, tout le gros boom des matières premières dû à l'équipement en infrastructure de la Chine, il est passé. Donc là, on prend le ralentissement. Après, qu'est-ce qui restera derrière? Il restera l'Afrique si elle se réveille un jour. Bon, mais l'Afrique, apparemment, ça se développe quand même beaucoup. Il y a pas mal de pays, les Chinois sont... moi, je reviens du Congo, Brazzaville. Je ne sais pas ce qu'on appelle... ce que je veux dire, c'est que le Congo-Brazzaville, oui, on voit des belles plateformes pétrolières au large,
Il y a 2 routes goudronnées. D'accord, ouais, ça reste. Pourtant, vous savez que les Chinois sont énormément présents. Enfin, oui, la très belle route, elle est en Chine. Elle est faite par les Chinois. L'équipement et l'infrastructure. Oui. Ils ont des entreprises sur place, ils ont des commerces. Oui, enfin bon, moi je vais parler que du pays d'où je reviens récemment. Ouais. Il y a 0 infrastructure, 0. D'accord. Donc il y a 2 routes goudronnées, dont une dite autoroute faite par les Chinois. Et puis voilà quoi. Ah d'accord. Okay. Donc c'est sûr qu'un jour il y aura un besoin immense. Pour le moment il y a du business, c'est sûr. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de réseau de distribution locaux, il n'y a pas de consommation locale. Alors une question, parce qu'en fait moi j'ai lu Jim Rogers, quelques auteurs comme ça, il faut quand même un constat assez alarmant, parce que c'est vrai qu'on regarde les taux d'endettement, on peut aller sur Wikipédia, on regarde le taux d'endettement des États-Unis, c'est quand même impressionnant, parce que ça... je ne sais pas si c'est exponentiel, mais c'est beaucoup. Si, oui, c'est une fonction exponentielle, mais d'ailleurs, oui, la croissance aussi, parce que quand on dit 3% de croissance par an, on est dans une fonction exponentielle. Mais oui. D'accord, mais en tout cas, voilà, il y a un endettement qui est vraiment très impressionnant. En France, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire ça a totalement dérapé depuis 10 ans. Oui, on n'a pas eu un budget équilibré en 40 ans. On a une accélération. Mais on a une accélération, oui. Et il y a un moment où ça ne va pas pouvoir continuer, on ne va pas pouvoir continuer à s'endetter. Donc on a l'impression qu'on se retrouve, on est dos au mur, avec le précipice devant, et les marchepieds diminuent. C'est un petit peu l'image qu'on a quand même. Moi c'est l'impression que j'ai dès que je m'intéresse un petit peu à tout ça. Donc que ce soit un ménage ou un hôtel, on ne peut pas s'endetter éternellement. Donc il y a un moment où qu'est-ce qui se passe ? Alors il y a un moment où effectivement ça va craquer, mais aujourd'hui il y a une partie du monde qui est créditeur et puis il y a une partie du monde qui est débiteur. Ouais. Alors les débiteurs, c'est les pays riches, classiquement, les pays... Ce qui est quand même oui, la 10 riches qui sont riches de dettes. Oui. On a l'impression que c'est quand même le pays qui a un petit peu la tête à l'envers, mais littéralement, parce qu'en fait on a les pays riches qui sont en fait ceux qui doivent de l'argent au pays. Dit en développement. Voilà. On n'a pas quand même une situation qui est un peu... Et alors, après, dans les pays créditeurs, il y a 2 cas de figure. Il y a la Chine, qui a qui a beaucoup de réserves de change et qui est un peu dans la situation très confortable du chef d'entreprise qui a un gros client avec une grosse créance. qui est les États-Unis. Alors est-ce que c'est confortable vraiment ? Non, je dis c'est ironique. C'est ça, c'est compliqué. Il faut arriver à gérer le problème dollar sans que le dollar s'effondre pour que les Chinois gagnent. C'est pas si facile. Non. C'est pour ça que le dollar tient, parce que... les Chinois ont tout intérêt à ce qu'ils tiennent. Enfin, ils ont tout intérêt à se débarrasser du dollar sans qu'il s'effondre. Alors justement, est-ce qu'ils sont dans cette stratégie ? Oui, un peu. Mais donc ça veut dire que le dollar va baisser de valeur, forcément. Le dollar va baisser de valeur doucement. Donc pour le moment, tout le monde marche sur des œufs. Alors bon, les gens qui ont des... Alors ensuite, il y a les pays producteurs de pétrole. Eux, ils ont à peu près recyclé leur pétrodollars. Ils ont moins de réserves de change. Oui. Tandis que les Chinois, à chaque fois qu'ils veulent se payer une pétrolière américaine, on leur dit non, pas touche, vous êtes chinois, etc. Donc ça les ennuie un peu. Quand vous dites qu'ils ont recyclé leur dollar, c'est peut-être l'exemple du Qatar justement qui a beaucoup investi en France, etc. Oui, c'est comme ça. De diversification, c'est ça Oui, parce qu'il faut voir que le business model du monde depuis l'année des chocs pétroliers, c'est j'achète des trucs et en contrepartie des trucs que je consomme, pétrole, produits manufacturés dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, et en échange, voilà une très belle reconnaissance de dette. Ah oui, d'accord. C'est ça, le business model du monde. Donc tout va bien tant que tout le monde dit ah ouais, c'est une belle reconnaissance de dette de gens très riches. Oui, et puis le moment où le sentiment bascule et on se dit oui mais en fait s'ils ne payaient pas
C'est ça. Tant qu'il y a la confiance, le système continue, Voilà. mais dès que la confiance s'arrête, tout s'écroule. Donc Oui. tout peut s'écrouler. Donc là, on n'est pas du tout dans une analyse objective, offre, demande, marché. On est dans une analyse... Un jeu de dupes un peu, non? Oui. C'est ça. Quand est-ce que les gens vont se dire, mais attendez, ces gars là qui ont alors leurs 5 semaines de vacances, ça c'est en France, le RTT, leur sécurité sociale gratuite, ça c'est pour la France, et puis aux États-Unis, ceux qui ont leurs 2 bagnoles achetées à crédit, là, leur maison voilà. et tout. Ouais. Et ces gens-là, mais quand est-ce qu'ils vont nous payer hein? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, et là, si la réponse c'est ils ne nous paieront pas, ça risque d'être ennuyeux. Alors, est-ce qu'on peut, en fait, la question, c'est est-ce qu'on peut s'en sortir sans crack, sans boom? Alors, la sortie sans crack, ce serait une sortie par une inflation douce. C'est ce dont rêvent les banques centrales, hein, une espèce d'euthanasie de tout le monde par l'inflation. Il faut voir que les États, eux, ils ont un privilège, ils s'endettent in fine. Ouais. C'est-à-dire que tous les ans, ici, moi je suis la France, je fais une dette à 10 ans. Ouais. Tous les ans, je vais payer mes, là sur le marché, 1,7%. Hein, tous les ans, je vais lâcher mes 1,7 €, et puis au bout des 10 ans, il faut que je rembourse mes 100. Si il y a 5% d'inflation, alléluia. Okay. Mais sauf que, enfin, moi j'ai l'impression qu'on a eu... Mais on n'y arrive pas. Alors c'est paradoxal parce que moi j'ai l'impression depuis 10 ans qu'au contraire il y a une inflation assez importante. Alors il y a une inflation, je dirais, des coûts, des charges. Souvent l'euro. Oui. L'euro, les prix ont beaucoup augmenté. Moi je me suis amusé à regarder, voilà, quand je suis rentré d'Australie en 2009, j'ai regardé le ticket de métro, il a augmenté de 30% depuis 5 ans. Oui. C'est pas anodin quand même, enfin je veux dire, il y a quand même des coûts, tout ce qui est énergie, ça a quand même pas mal augmenté. L'immobilier, ça Alors la mesure d'inflation, c'est effectivement aussi une grande escroquerie. Alors, il y a une partie involontaire de l'escroquerie, c'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir une mesure précise de l'inflation, puisque au-delà des besoins vitaux, chacun consomme l'inflation l'inflation d'un retraité de 65 ans, l'inflation vécue d'un retraité de 65 ans n'est pas la même que celle d'un étudiant ou d'un jeune père de famille. Donc il y a ce côté statistique qui est troublant, mais il y a eu aussi pendant des années, les banques centrales, les gouvernements ont eu intérêt à minimiser l'inflation. par rapport à l'opinion publique. Par rapport à l'opinion publique, à la confiance qu'on avait dans la monnaie, à la rémunération, à l'indexation des prix, des salaires, etc. Donc oui. C'est clair. Voilà, donc, mais ce qui est sûr, c'est que les charges augmentent, les impôts augmentent, le reste pour vivre de chacun diminue. Ça, c'est quand même incontestable. Hein, c'est de façon impressionnante. D'ailleurs, on le voit, ça se reflète dans la consommation. Et donc votre conclusion, alors c'est quoi votre perspective dans l'avenir? Pessimiste, optimiste? Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Dans un avenir peut-être plus ou moins proche, je ne sais pas forcément, mais quelle est votre vue sur la chose, vous qui êtes quand même, qui vous intéressez beaucoup à tout ce qui est marché? Alors, je pense que le prochain crack sera gigantesque, quoi, du jamais vu. Du jamais vu historiquement, parce qu'il y a eu une création monétaire mondiale. Avant, il y avait des Zimbabwe qui imprimaient, tout le monde s'en fichait royalement. Il y avait... il y a eu des épisodes d'inflation ou d'hyperinflation en Argentine, au Mexique, au Zimbabwe, mais voilà, c'était des épisodes localisés, il y avait toujours une monnaie fiduciaire qui tenait, bon. Donc il y aura le jour où la réalité économique et la réalité des marchés vont se réconcilier, ce sera énorme, quoi. Enfin, ce sera du jamais vu. 2008, ce sera une promenade de santé. À côté. Il y aura un système monétaire qui est à créer aujourd'hui, parce que le privilège du dollar, le business model où je consomme et je paye avec de la dette est intenable.
Donc il va y avoir une remise en cause du système monétaire avec une arrivée sur la scène monétaire internationale de Chine, ça c'est évident. C'est ce que les gens, d'ailleurs Christine Lagarde, on devrait dire Christine Lagaffe, elle en a parlé une fois en laissant échapper The Big Reset. Donc c'est la grande remise à zéro des compteurs monétaires. Donc ça c'est évident que c'est sur l'agenda du FMI, voilà, et que de temps en temps ça échappe. Et c'est évident que la Chine n'est pas prête à subir la loi du dollar. D'autant plus qu'on en revient en matières premières qui se négocient et se cotent en dollars. Alors la Chine, donc pour se débarrasser de son dollar, parce que toujours elle, on en revient, c'est quand même le point pivot. Bon, elle multiplie les stratégies. Elle contracte directement avec des pays en Brésil, en Afrique, sans passer par le dollar, ce qui rend ivre de rage les Américains, évidemment. Entre parenthèses, à chaque fois que le pays a voulu vendre du pétrole exprimé autrement qu'en dollars, il s'est pris quand même des menaces très sérieuses dans les gencives. D'accord. Bon, on pense à l'Iran évidemment, à l'Irak, à tous ces pays-là. Donc, il n'empêche que dans l'économie réelle, il y a des choses à faire. Heureusement, on peut être pessimiste pour les marchés financiers tels qu'ils sont organisés aujourd'hui et l'être beaucoup moins pour l'économie réelle. Il y a de vrais besoins. Moi je vois, alors aussi, on a parlé des marchés actions, du marché obligataire, etc. Mais aujourd'hui, là, on voit les plateformes de prêt aux entreprises. C'est quand même un truc extraordinaire auquel on ne pensait pas avant. C'est-à-dire que les gens peuvent arriver à avoir du rendement issu d'acteurs de l'économie réelle dont ils peuvent connaître le mode de fonctionnement, etc. Je veux dire, le fait de pouvoir financer des entreprises en direct sans passer par les banques, en France, c'est quand même quelque chose de très nouveau et de très bien. Alors il y a une plateforme justement qui existe pour ça ? Il y en a deux, alors j'ai pas les noms là, mais si vous voulez, je vous les fournirai et puis vous les mettrez, enfin il y en a plusieurs. Bon. Okay. L'AMF s'est intéressé d'ailleurs au cas de ces plateformes, a commencé à les agréer, etc. Et vous pouvez prêter à des vraies entreprises pour des vrais projets que vous regardez sans être un business angel et avoir du 5%. Bon, et donc pour conclure alors pour la personne lambda, votre pronostic, parce que le jour où ça va péter, ça va faire mal, alors comment ça? Alors je pense qu'il faut être débancarisé, il faut avoir de l'épargne hors banque le plus possible. Il faut. Mais sous quelle forme ça peut être des billets, oui, des alors non. Les billets c'est difficile, puisque le rêve de nos autorités c'est de rendre la monnaie totalement fiduciaire. C'est-à-dire de supprimer les espèces. D'accord. Il y a eu un article dans le Financial Times qui est paru allant dans ce sens. L'idée étant évidemment de pouvoir opérer une grande ponction au moment du big reset monétaire. Donc non, quand je dis débancarisé, c'est-à-dire que il faut avoir de l'épargne qui rapporte et il ne faut pas que ce soit nécessaire. Il faut avoir la majorité de son épargne qui soit hors du circuit bancaire. Ça peut être des parts d'entreprise, ça peut être des obligations d'entreprise qu'on a financées en direct, ça peut être des parts de SCPI, donc de sociétés civiles. Les SCPI, c'est de la pierre papier. C'est de la pierre papier. Évidemment pas nécessairement dans l'immobilier d'habitation, ça peut être du foncier, ça peut être ça peut être toute chose dont le rendement est satisfaisant, pour lequel on n'attend pas spécialement de plus-value pour le sous-jacent, mais dont le rendement apparaît comme satisfaisant. D'accord. Écoutez, dans ce cas-là, Simone, je crois qu'on va croiser les doigts et puis on va rester attentif à ce qui se passe en 2015. Voilà, mais je pense que peut-être que 2015, encore une fois avec un peu de chance, ce sera une année pour rien à voir. Il y a quand même, alors oui, ce qui est dangereux, et ce qu'il faut dire aussi aux lecteurs, il y a beaucoup d'élections en Europe.
Ouais. Il y a beaucoup de contestations sur l'euro. Les gens contestant l'euro, donc on pourrait se prendre un éclatement de l'euro. Alors là, effectivement, ce serait assez catastrophique sur le plan monétaire. Et beaucoup d'épargnants pourraient y laisser des plumes. Hein. Bien sûr. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour vos prévisions et votre analyse, Simone. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, à bientôt, j'espère. À bientôt.